monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer notre cours pour Transformations Biof. Alors on va traiter la dernière partie dans notre cours reproduction sexuée chez les plantes à fleurs, chez les angiospermes, et on va voir la germination du grain de pollen, la double fécondation et même les étapes de germination de la graine. Alors commençons par cette expérience. Donc l'expérience de germination du grain de pollen réalisée par Molich en 1989. Alors, on va étudier, bien sûr, cette expérience afin de comprendre comment se fait la germination du grain de pollen. C'est bon? Donc, dans une boîte de pétri, on prépare une solution nutritive à partir de 10 g de sucre, 2 g de gélatine et 100 cm3 d'eau. Alors, on met au milieu de la boîte un fragment du pestil. Puis, on saupoudre cette boîte de pétri avec des grains de pollen. La boîte est placée à une température de 18 degrés Celsius pendant 2 jours. Les résultats obtenus sont indiqués sur la figure 1. Donc, avant de passer la figure 1, donc je vais vous bien sûr le protocole de l'expérience. Donc, vous avez la boîte de pétri, donc la boîte bien sûr où se réalise l'expérience. Donc, on va mettre des solutions nutritives, c'est bon. Les filles 10 g de sucre, 2 g de gélatine et 100 cm3 d'eau, c'est bon. Donc bien sûr, le milieu de cette boîte de pétri, radin zidou le fragment de l'EPC, c'est-à-dire l'appareil reproducteur femelle chez les angiospermes. Après, radin nchou على هذاك le pestil, bien sûr présent dans la boîte de pétri, des grains de pollen. C'est bon? Yani, radin zidou les grains de pollen avec le pestil et on va voir les étapes de germination du grain de pollen, bien sûr, afin de réaliser la double fécondation. Donc, il a dans les vidéos précédentes, on a déjà vu les organes reproducteurs mâles et femelles chez les angiospermes. Alors, quand vous voyez la photo, c'est-à-dire le sac embryonnaire et les grains de pollen. Et maintenant, on va voir comment va se faire la fécondation entre ces deux organes reproducteurs. Donc voilà la figure 1. Donc quand vous voyez la boîte de pétri, le fragment de pestil, après les grains de pollen, donc la première étape, puis bien sûr après 2 jours, la température favorable, donc 28 degrés Celsius, bien sûr. Quand la germination du grain de pollen et l'apparition du tube pollinique, c'est bon? Donc, ici la figure 2, donc un grain de pollen, bien sûr, qui a suivi la germination, c'est bon? Donc, il y a le grain de pollen, donc il y a le stigmate, donc il y a le style, bien sûr, bien sûr les organes qui intervient la formation du pestil, c'est bon. Donc, on a le tube pollinique, donc comme vous voyez là, il y a l'allongement, qui va l'ovaire et il va atteindre l'ovule, c'est bon. Donc maintenant, l'observation microscopique a permis de suivre la pénétration du tube pollinique et son allongement jusqu'au l'ovule. C'est bon. Alors ce phénomène est illustré par le schéma de la figure 2. La figure 3 illustre les transformations que subissent les grains de pollen lors de leur germination. Donc la figure qu'on a vue précédemment, donc quand vous voyez là la figure 2, bien sûr les étapes de pénétration de tube pollinique et son allongement jusqu'au l'ovule. C'est bon. Donc voilà, on a des étapes. Donc qui connaît le grain de pollen, bien sûr qui coule le tube pollinique est réduit, après qu'il y a l'allongement du tube pollinique et après l'allongement le stade maximal et il va atteindre l'ovule. Donc ici, les étapes ou là, les transformations que subissent les grains de pollen lors de leur germination. C'est bon? Donc commençons par première étape. Donc quand vous voyez là, qu'est-ce qu'on a de la cellule végétative et cellule reproductrice. Donc si vous vous rappelez, donc la structure du grain de pollen, il est constituée de 2 types de cellules, la cellule reproductrice et la cellule végétative. Et si vous vous rappelez, quand la cellule reproductrice, il y a la fécondation avec l'ovule et pour la cellule végétative, donc c'est une sorte de réserve et en même temps elle est à l'origine de formation de tube pollinique. Donc après, donc quand vous voyez ici l'étape, donc il y a l'allongement d'elle, bien sûr la cellule végétative. Donc quand vous voyez ici le noyau végétatif, après il y a la division du noyau reproducteur. Donc il y a 2 entérozoïdes, donc bien sûr qui sont les gamètes mâles chez les angiospermes. Et bien sûr dégénérescence du noyau végétatif, donc il va se dégénérer.
Donc voilà, donc les questions. Décrire le changement que les grains de pollen ont subi après 2 jours. Déduire le facteur responsable de ces changements observés. En vous aidant de ces documents, décrivez les différentes étapes de la germination du grain de pollen. Donc bien sûr, je vais vous oralement. Alors maintenant, on va faire un paragraphe qui va vous expliquer les documents que nous avons d'abord. Alors, la première question. Donc, on constate que les grains de pollen émettent des prolongements appelés tubes polliniques et que ces tubes sont orientés vers le stigmate. C'est bon? Donc, bien sûr, c'est ce qu'on a déjà la première figure. Alors, la croissance orientée des tubes polliniques est provoquée par la sécrétion de substances chimiques par le stigmate. On parle de chimiotropisme. Donc, bien sûr, avec le stigmate, il va libérer la substance chimique qui est à l'origine bien sûr de l'orientation de tube pollinique. Donc comment va se faire avec l'orientation de tube pollinique? Le tube pollinique كيفاش غادي يمشي لنيشان l'ovule. Donc bien sûr l'ovule غيطرح لنا هذيك la substance chimique اللي هي غادي تكون عندها علاقه بانها غادي تحول لنا المسار ديال لو tube pollinique vers l'ovule. C'est bon? Donc bien sûr le mécanisme s'appelle le chimiotropisme. Donc, juste après son chute sur le stigmate, le grain de pollen subit plusieurs changements. Donc maintenant, les étapes, la figure précédente, donc bien sûr, se forment d'un paragraphe. Donc, il se fixe au stigmate grâce à une substance gluante qui colle. Alors, il se réhydrate et passe en vie active, puis il germe en donnant un type pollinique qui est un prolongement de la cellule végétative. Alors, le tube pollinique croît en traversant le ciel jusqu'à atteindre le sac embryonnaire où se trouve l'oosphère. Durant la croissance du tube pollinique, le noyau végétatif reste à l'extrémité du tube poursuivi par la cellule reproductrice qui subit une mitose et donne deux cellules haploïdes. C'est bon? Donc, les cellules haploïdes, ce sont les gamètes mâles ou entérozoïdes. Donc, je fais déjà. Donc, quand vous voyez la photo, donc, on met les étapes. Donc, la fixation du grain de pollen sur le stigmate. Après une réhydratation, c'est bon. Bien sûr, qui va passer avec le grain de pollen en vie active. Après le tube pollinique, bien sûr, après son prolongement, il va croître en traversant le ciel jusqu'à atteindre le sac embryonnaire. Puis, il va atteindre l'oosphère, bien sûr. Et ainsi, la formation de deux cellules reproductrices, bien sûr, les radiolina la mitose. Et les cellules sont haploïdes. La notion de diploïdie haploïdie qu'on a vu déjà la mitose et la méiose. Donc si vous vous rappelez, on a parlé de la méiose et on a dit qu'elle donne 4 cellules filles haploïdes et la mitose donne 2 cellules filles diploïdes, bien sûr, et qui sont identiques à la cellule mère. C'est bon? Alors, bien sûr, les cellules haploïdes, ce sont des gamètes mâles ou appelés entérozoïdes. Donc, bien sûr, il est souvent comme le prof dial comme chou voit le gamète mâle chez les angiospermes. Bien sûr, à Didjobo, c'est les entérozoïdes. C'est bon? بزاف اللي كيغلطوا كيقولوا le grain de pollen. Le grain de pollen ماشي هو le gamète mâle. Le grain de pollen, c'est un gamétophyte mâle, tandis que l'entérozoïde, c'est le gamète mâle. Alors, lorsque le tube pollinique se rapproche de l'ovule, le noyau végétatif dégénère, bien sûr, comme on a vu tout à l'heure. Donc, comme vous voyez là, la dégénération du noyau végétatif. Alors ici, on va passer à la double fécondation. Donc, غادي نفهموا علاش كنهضروا على la double fécondation. C'est bon? Bien sûr, كنتو déjà شفتوا la reproduction sexuée chez bien sûr l'homme et ما كنهضروش على double fécondation. Donc كنهضروا على une seule fécondation, c'est normal. Bien sûr, l'union de spermatozoïdes avec l'ovule. Mais maintenant, chez les angiospermes, chez les plantes à fleurs, غادي نهضروا على la double fécondation. Alors on va voir le mécanisme fait le document. Alors, quand vous voyez là, le schéma suivant illustre la double fécondation chez les angiospermes. En se basant sur ce schéma, expliquez l'appellation double fécondation. Donc, bien sûr, la première figure, donc comme vous voyez là, donc les différentes, bien sûr, constituants le sac embryonnaire. Donc, bien sûr, on a le sac embryonnaire, les noyaux de sac embryonnaire, bien sûr, les noyaux centrales, on a l'oosphère, on a les synergites, et bien sûr, on voit le tube pollinique, l'île d'Akhel diallo, on a les entérozoïdes. Alors, quand vous voyez là, donc le tube pollinique atteint le nucelle, c'est bon. Après, il y a la pénétration de tube pollinique. Donc, bien sûr, la pénétration de tube pollinique va introduire ou va donner
la libération des deux entérozoïdes, bien sûr, à l'intérieur du sac embryonnaire. C'est bon? Donc, après, la libération des entérozoïdes. C'est bon? Donc, voilà, comme vous voyez là, la libération des entérozoïdes et ainsi la double fécondation. Donc, bien sûr, le gamète femelle, c'est l'oosphère. On a deux entérozoïdes. Un va féconder l'oosphère et l'autre, on va voir le rôle d'Yellow, bien sûr, fait le paragraphe. Donc, arrivé au micropyle, le tube pollinique s'insinue entre les cellules de nucelle et atteint le sac embryonnaire. Il franchit ce sac et décharge les deux gamètes mâles. C'est bon, donc donc une fois le tube pollinique, la nucelle, donc il va libérer bien sûr les deux entérozoïdes, les deux gamètes mâles. Donc un gamète mâle fusionne avec l'oosphère, donc gamète mâle l'entérozoïde et le gamète femelle qui est l'oosphère, afin de donner un œuf au zygote. Voilà, yani l'œuf ديالنا غادي تجينا suite la fécondation ديال l'entérozoïde, bien sûr avec l'oosphère. Bien sûr, l'oosphère qui est présent dans le sac embryonnaire et l'entérozoïde qui s'est formé déjà après, bien sûr, la division cellulaire de la cellule reproductrice, bien sûr, du grain du pollen. Ou le zygote, c'est la cellule principale qui est diploïde de N. C'est normal. Une cellule haploïde, mais une cellule haploïde, une cellule diploïde. C'est bon? N fois N, ça donne 2 N. Donc, l'autre gamète mâle, voilà, l'autre gamète, avec quoi il va fusionner? C'est bon? Donc, l'autre gamète mâle fusionne avec les deux noyaux haploïdes du sac embryonnaire pour former le zygote accessoire triploïde 3N. Donc, bien sûr, si vous vous rappelez, donc à l'intérieur ou là au centre, bien sûr, du sac embryonnaire, il y a la cellule centrale avec deux noyaux. Donc, les deux noyaux, ils vont fusionner avec l'entérozoïde restant afin de donner un zygote accessoire triploïde. Triploïde, c'est-à-dire 3 N. L'information génétique dialo, il possède 3 N. Il n'est pas diploïde, il n'est pas haploïde, il est triploïde. Le terme triploïde, 3 N. C'est le cas de la fécondation d'un entérozoïde avec, bien sûr, la cellule centrale à double noyau. Donc, c'est pour ça qu'on parle chez les angiospermes de double fécondation. Donc, voilà. Comme un bilan de la double fécondation. Alors la double fécondation, bien sûr appelée double fécondation car il y a deux types de fécondation. Il y a l'union des entérozoïdes avec deux types de cellules. Alors l'entérozoïde, bien sûr qui est le gamète mâle, radidile la fécondation avec l'oosphère afin de donner le zygote, bien sûr qui est diploïde. C'est bon? Tandis que l'autre entérozoïde, il va féconder la cellule centrale du sac embryonnaire, bien sûr, il y a un double noyau, afin de donner une cellule triploïde, 3N, où la cellule triploïde, c'est un zygote, mais un zygote accessoire. C'est bon? Donc, là, l'information. La double fécondation, les schémas qu'on a vus, l'intérêt de que les angiospermes subissent deux types de fécondation, qui sont bien sûr la fécondation d'un entérozoïde avec l'oosphère et d'un entérozoïde avec la cellule centrale du sac embryonnaire. Alors maintenant, on va passer à l'autre chose. On va voir comment se fait la transformation d'une fleur à un fruit. C'est bon? Donc, il y a étape 3 sur le cours d'Yana. Donc, commençons. Alors, quand vous voyez là, la formation de la graine et de fruit. Alors, les figures suivantes montrent les transformations que subit la fleur après la fécondation. Annotez les figures du document, puis commentez-les en décrivant les étapes de formation de la graine. Donc, on va voir des figures qui vont montrer comment se fait le passage d'état fleur à état fruit. C'est bon? Alors, comme vous voyez là, donc elle a la première figure. Donc, la première figure, elle montre après fécondation. Donc, bien sûr, l'ovaire, il va se transformer en fruit et l'ovule en graine. C'est bon? Donc, elle dit avant fécondation et après fécondation. Alors, la figure, elle dit, bien sûr, après double fécondation, la fleur, elle dit, la graine. C'est bon? Et ici, la figure 3, déshydratation de la graine chez le maïs. Donc, elle dit jour après floraison. Et bien sûr, masse d'eau, grammes, bien sûr, la graine, c'est bon. Donc, les documents Kamlin, on a des informations concernant, bien sûr, la transformation de la fleur en fruit, c'est bon. Alors ici, d'après la figure 1, donc quand vous voyez, voilà la figure 1, on constate qu'après la fécondation, l'ovaire se transforme en fruit
et les ovules évoluent vers la constitution d'une ou de plusieurs graines. C'est bon? D'après la figure 2, donc voilà la figure 2, donc les synergites et les antipodes dégénèrent alors que les deux œufs se développent. Donc comme vous voyez là, il y a dégénération les synergites, c'est bon, et même les antipodes, et bien sûr les autres cellules, ils vont se développer. Alors l'œuf principal subit les divisions cellulaires et donne un embryon qui montre une ébauche de la racine, ce qu'on appelle la radicule, une ébauche de bourgeon terminal, ce qu'on appelle la gémule, et une ébauche du ou des cotylédons, ce qu'on appelle tigelle. C'est bon? Donc comme vous voyez là, donc les différents bien sûr constituants, radicule, gémule et tigelle. Alors le foie accessoire, bien sûr le foie accessoire qui est très fluide, se divise et donne un tissu arôme nourricier, l'albumen. C'est bon? Donc هذا يكون sous forme de réserve. يعني le foie accessoire, il va produire bien sûr les réserves pour la graine. Alors on constate deux types de graines selon l'évolution de l'embryon et l'albumen. Soit l'albumen se développe aux dépens du nucelle, ce dernier disparaît progressivement jusqu'à ce que l'albumen remplisse presque entièrement la graine. On parle de graines albuminées, c'est bon? Par exemple, coquelicot, etc. C'est bon? Soit des réserves sont accumulées dans les cotylédons. On assiste donc à la disparition du nucelle et de l'albumen. On parle des grains exalbuminés, c'est-à-dire l'haricot, le pois, la fève, etc. Donc, comme vous voyez la photo, donc la première photo montre bien sûr les graines albuminées, c'est bon. Il y a dit la disparition, bien sûr, l'albumen va se développer aux dépens du nucelle, et bien sûr, le nucelle va disparaître, et bien sûr, après l'albumen va remplir presque entièrement la graine. D'où bien sûr les graines albuminées. Tandis que les graines exalbuminées, donc on constate que les réserves sont accumulées dans les cotylédons, bien sûr les cotylédons sont les tigelles, et ainsi la disparition de la nucelle et de l'albumen. C'est bon? Donc le premier type, quand on a la disparition de nucelle, tandis que le deuxième type, c'est-à-dire exalbuminé, quand on a la disparition du nucelle et de l'albumen. C'est bon? Donc j'espère que vous avez compris les deux types de, bien sûr, de graines. Alors ici, l'embryon mature s'entoure de réserves, il est protégé par des téguments. L'ensemble se déshydrate et forme une graine qui entre en vie ralentie. Ainsi, la graine est une forme de dissémination et de résistance. Donc la graine, il y a la forme de dissémination et de résistance. يعني هاد البذرة هي اللي غادية تنتشر لينا ابري اي هي لا فورم دو ريزيستانس يعني هي اللي يعني كتقدر انها تقاوم les conditions bien sûr externes. Alors maintenant, on va passer à la germination de la graine chez les angiospermes. Donc, comme vous voyez là, la structure d'une graine. Alors, mettre les graines d'haricots dans un récipient contenant de l'eau pour quelques heures, les graines gonflent et les téguments s'assouplissent de façon qu'ils soient facilement déchirables. Enlevez délicatement les téguments et observez. Alors, comme vous voyez là, donc bien sûr, quelques photos qui montrent la structure d'une graine. Donc, la première photo, bien sûr, c'est une image réelle de la graine d'haricot. Donc, comme vous voyez, voilà le cotylédon, voilà la radicule et tigelle de la plantule. Et ici, un schéma, donc un dessin simplifié de la structure de la graine. Donc, comme vous voyez là, l'apparition des premières feuilles, donc une tigelle, la radicule, téguments et les cotylédons. Alors, si vous vous rappelez, donc, la radicule, c'est une ébauche de la racine. Bien sûr, l'ébauche du bourgeon terminal, c'était la gémule. Et l'ébauche des cotylédons, c'est la tigelle. C'est bon? Donc ici, la graine est composée de trois parties. Les téguments, l'embryon, bien sûr qui est formé de gémule, tigelle et radicule, et les cotylédons. Donc, on peut dire que la graine est un embryon de plante entouré de réserves nutritives et qui est en état de dormance en attendant les conditions favorables pour germer. Donc, bien sûr, la graine, on a dit que c'est la forme qui permet la dissémination et bien sûr la forme résistante. Donc, la graine, elle attend les conditions favorables pour germer. La plante après. C'est bon? Alors ici, on va voir les conditions de germination de la graine. Donc bien sûr, quand on parle des conditions favorables, il faut savoir les conditions. Et bien sûr, nous déjà quand vous voyez ici des expériences. Donc voilà la germination de la graine. Donc bien sûr, les différents stades, la graine afin de donner une plante. Donc ici, quelques expériences
qui bien sûr montre bien sûr ou là l'intérêt des expériences de savoir ou là de connaître les conditions favorables de germination de la graine. Alors comme vous voyez là, donc l'expérience 1, donc غنشوفوا واش bien sûr qui l'eau a une intervention في la germination de la graine, c'est normal, donc les plantes كيحتاجوا الماء. Donc comme vous voyez là, donc avec l'eau, il y a germination, sans eau, il n'y a rien. C'est bon, donc la boîte de pétri ما كان عندنا حتى شي تغيير. C'est bon. Donc, parfois le sol. Donc, on peut réaliser des expériences, des cotons, bien sûr, des expériences, je suis sûre que vous avez déjà réalisé, soit en collège et même en primaire. C'est bon. Donc, ici, il y a l'expérience qui est plus importante et les radiolates comme l'analyse d'elle. Donc, comme vous voyez là, bien sûr, une expérience qui montre l'influence de l'humidité et de la température. Donc bien sûr ici, un coton sec, bien sûr, a une température de 20 degrés Celsius et on a mis des grains de maïs, d'haricots et de lentilles. Donc ici, bien sûr, on constate qu'il n'y a pas de germination des graines. Tandis que dans un coton humide, c'est-à-dire un coton qui est imbibé, qui contient de l'eau, et dans une température favorable de 20 degrés Celsius, il y a apparition, bien sûr, des premières feuilles. Donc ici, on parle de germination, c'est-à-dire que l'eau intervient dans la germination des grains de pollen. Donc, bien sûr, afin que la graine puisse germer, c'est bon, c'est-à-dire parmi les conditions favorables de la germination de la graine, c'est l'apparition, ou plutôt, il connaît dans l'eau le milieu, bien sûr, les radines réalisées aident les expériences, c'est bon, donc la présence de l'eau est très importante. Alors ici, la deuxième boîte de pétri, donc un coton humide, donc il y a de l'eau, avec la température de 4 degrés Celsius, donc vraiment c'est très froid, c'est bon. Donc on constate qu'il n'y a aucun changement, c'est bon. Donc il y a la germination de la graine, des grains plutôt, puisqu'on a mis des grains de maïs, d'haricots, etc. Tandis que dans la deuxième boîte de pétri, donc un coton humide, donc il y a l'eau, mais une condition bien sûr favorable, il y a la température favorable, donc 20 degrés Celsius, la température معتدلة. Donc on constate bien sûr qu'il y a une germination des graines. Donc ici on parle de deux conditions qui doivent être présentes, bien sûr la présence de l'eau et la température favorable, donc une température comment dirais-je, معتدلة, c'est bon. Donc, à 4 degrés Celsius et en absence d'humidité, les graines ne peuvent germer. C'est bon. Alors, conclusion, pour qu'il y ait germination, il faut des grains sains. Donc, bien sûr, السلامة ديال هذيك البذرة اللي غادي نزرعو خاصها تكون يعني الجودة ديالها مزيانة. Une humidité suffisante. Donc, خاص تكون عندنا الرطوبة. Une température convenable. Donc, خاص bien sûr الحرارة تكون معتدلة. Et la présence de dioxygène. Et هذه bien sûr شي حاجة اللي مهمة جدا. خاص يكون عندنا le dioxygène باش النبتة تقدر انها دير لينا la photosynthèse etc. Donc, هادشي ان شاء الله غادي تشوفوه en première année baccalauréat. Donc, بلا ما نعطيكم بزاف ديال les détails concernant les conditions. Donc ici, les étapes de la germination de la graine. Donc, les étapes غادي نكملوا le cours ديالنا. Alors, suivre les étapes de germination d'une graine peut se faire en mettant à germer des grains d'haricots dans un milieu convenable. Les résultats de cette étude est illustré par le schéma ci-contre. À partir de ce schéma, décrire les étapes de la germination d'une graine. Donc, comme vous voyez là, donc bien sûr, on a la graine. Donc, bien sûr, le premier point de germination, donc là, c'est l'apparition de la radicule. Après, qui va nous donner les premières feuilles, puis qui va nous donner le bourgeon, des feuilles, des cotylédons, la tige et bien sûr une vraie racine. C'est bon? Alors voilà, donc lorsque les conditions sont favorables, la graine germe selon les étapes suivantes. Donc premièrement, l'hydratation de la graine suivie d'une déchirure de l'écorce est sortie de la radicule qui se digère vers le sol. Donc l'hydratation, c'est-à-dire l'ajout de la molécule d'H2O, يعني ملي كنسقيو البذرة ديالنا، donc غتكون عندنا واحد la déchirure au niveau de l'écorce. يعني l'écorce il y a l'enveloppe qui entoure la graine, ainsi la sortie bien sûr de la radicule, c'est-à-dire la première racine qui va bien sûr se diriger vers le sol.
bien sûr يعني كتمشي لينا vers le sol كتمشي لينا في اتجاه يعني في اتجاه الارض c'est bon. Donc les cotylédons sortent de la graine et s'élèvent du sol provoquant l'élongation de la tigelle et l'apparition de la plantule. Donc غادي grâce aux cotylédons donc غادي يبانوا لينا ولا غتبان لينا la première plantule c'est bon. Donc après la chute des téguments protecteurs et apparition des premières feuilles. Donc maintenant غادي تبان عندنا des vraies feuilles. Donc في الاول كانوا عندنا غير des petites feuilles. Donc après غيبانوا لنا des vraies feuilles. Donc comme vous voyez في la photo. Donc après la fenaison des cotylédons par épuisement des réserves. Donc ملي غيساليو لينا les réserves. Donc كتبقى لينا la fenaison des cotylédons. Après l'élongation de reste des éléments et leur développement. Donc bien sûr les éléments الاخرين اللي كيكونوا لينا هذيك البذره bien sûr من بعد la germination. Donc غادي يتطوروا بشكل اكبر و bien sûr غادي تولي تبان لينا واحد النبته اللي on peut dire qui est complète. C'est bon. Donc ainsi on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc هكا غادي نكون كملت معكم la reproduction sexuée chez les angiospermes. Donc inchallah le cours الماجي on va voir la reproduction sexuée chez les gymnospermes. Alors j'espère que vous avez compris. S'il vous plaît partagez la vidéo avec vos amis, partagez au maximum. و inchallah غادي نخدم معكم des exercices في هاد la partie et même des contrôles. Donc j'espère que vous avez compris. Donc si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.